Musette présente Hop la vie avec Annie Bourque. Bienvenue à Radio Musette et à mon émission Hop la vie. Aujourd'hui, je reçois une synergologue. C'est un grand mot pour dire spécialiste du non-verbal qui vient d'écrire un livre sur les relations toxiques qui empoisonnent notre vie. On connaît tous autour de nous une personne qui est sous l'emprise d'une passion amoureuse toxique. Ça peut être aussi une amitié toxique ou encore un patron envahissant ou contrôlant. Et quels sont donc les signes pour reconnaître ces personnes contrôlantes et manipulatrices? Et surtout, comment mettre fin à cette relation d'affaires, d'amour qui nous détruit? C'est avec plaisir que j'accueille dans nos studios Annabelle Boyer, qui a écrit le livre « Relations sous emprise. Comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel », publié chez Béliveau Éditeur. Bonjour, Madame Boyer. Bonjour. Alors, on lit ce livre-là et on reconnaît tous quelqu'un dans notre entourage, comme je viens de le dire plus tôt, mais en commençant, j'aimerais ça qu'on décrive les caractéristiques de ces êtres que vous appelez dans votre livre les empoisonneurs. Les emprisonneurs, en fait, ce sont des gens qui sont évidemment de très grands manipulateurs, mais qui ont de grandes capacités pour nous faire faire des choses qu'on n'est pas habitué de faire et qui vont entrer dans notre vie, qui vont s'assurer de venir prendre notre argent, notre vie, notre maison et même rentrer dans notre tête. Donc, un emprisonneur, c'est un excellent manipulateur, mais qui arrive en plus à nous embarquer dans une emprise et on n'est plus capable de sortir de cette relation-là parce qu'on pense au fond de soi que l'emprisonneur va nous apporter quelque chose d'extraordinaire, qu'il est notre âme sœur, qui va nous faire embarquer dans un projet qui va enfin nous faire démarrer. Donc, il nous fait rêver et c'est ça qui nous tient près de lui. Puis cette rencontre-là, ça fait toujours un effet « wow ». Décrivez-moi cette rencontre-là, fait qu'on ne peut pas lui résister. Non, en fait, parce que dans la première étape, il va essayer de créer un effet de lune de miel, un effet wow, en effet. Il va s'assurer d'être le partenaire idéal. Il va s'assurer d'être le conjoint vraiment extraordinaire qui rend la relation tellement belle. On a l'impression d'être connecté télépathiquement avec cette personne-là. Il répond à tous nos besoins parce qu'évidemment, il les a ciblés. Et donc, dans cette première phase-là d'hameçonnage, il a trouvé tous ces rêves-là qu'on n'a pas réalisés, tous ces besoins-là qui ne sont pas comblés, et il va y répondre. Et là, ce que vous décrivez, quand cette personne-là, le contraire d'emprisonneur, c'est l'emprisonné, dans cette personne-là est dans un état. Lors de cette rencontre-là, on n'est pas à notre top au sommet de notre forme, on est souvent dans un état de vulnérabilité extrême. Décrivez-nous ces personnes-là qui sont plus susceptibles de rencontrer ces personnes contrôlantes-là. Bien, au départ, il faut comprendre que l'emprisonné n'a pas fait quelque chose de particulier pour attirer l'emprisonneur. Sauf qu'il a soit une qualité particulière, soit il a un statut, il a quelque chose qui a attiré l'emprisonneur parce que cette qualité-là, l'emprisonneur ne l'a pas. Et il considère que ça lui fait ombrage, que ça représente une menace. Et au lieu d'essayer de se développer, l'emprisonneur va essayer d'écraser le plus possible l'emprisonné, de le neutraliser, de l'asservir. Et donc, l'emprisonné, c'est parce que justement, il est extraordinaire que l'emprisonneur l'a ciblé. Mais évidemment, l'emprisonneur, une fois qu'il a identifié cette qualité-là si dérangeante, il va essayer de trouver la faille, le moyen d'atteindre l'emprisonné. Et on a tous, à un moment ou à un autre de notre vie, un besoin d'argent, un besoin de reconnaissance. On n'est pas tout à fait dans la relation de couple qu'on voudrait, ou on est célibataire et on voudrait être en couple. Et donc, l'emprisonneur cherche ce besoin-là qui n'est pas comblé. Oui, puis on vient c'est peut-être nos auditeurs qui vivent une perte d'emploi, oui. Comme vous parlez d'argent, puis une peine d'amour. C'est dans ces états de vulnérabilité-là que la rencontre se fait avec... c'est ce qu'on peut lire là, dans votre livre. Oui, tout à fait. Puis dans les gens, évidemment, dans mon livre, j'ai raconté plusieurs anecdotes réelles de clients ou d'amis
Et à chaque fois, ce qu'il me racontait, c'est ma mère venait de décéder, j'avais eu un héritage et tout d'un coup, quelqu'un est venu me proposer un investissement majeur. J'étais célibataire, j'allais pas bien, je trouvais ça difficile d'être seule et tout d'un coup, cette personne-là est arrivée dans ma vie. C'est toujours dans une période de vulnérabilité. J'ai des gens qui me disaient, j'avais plus d'emploi, j'avais absolument besoin de quelque chose, on m'a proposé un poste et c'est là que je me suis rendu compte que je suis tombée dans un piège. Et là, comment on fait, justement, vous êtes là, Annabelle, vous avez écrit un livre là-dessus, comment on fait pour ne pas se faire harponner par ces gens-là? Ben, en fait, qu'est-ce qu'il faut développer, là? La première chose qu'il faut faire, c'est d'identifier justement ces besoins-là qui ne sont pas comblés, ces rêves-là que nous n'avons pas réalisés, pour justement en faire une liste et trouver des moyens de s'épanouir et de se réaliser davantage. Parce que dès qu'on est plus épanoui, dès que l'on se réalise, on a moins d'emprise, justement, on porte moins flanc à un emprisonneur, parce que l'emprisonneur cherche les failles. Alors, plus on est épanoui, plus on se respecte soi-même, plus on se développe soi-même, moins les emprisonneurs nous trouvent attirants. Madame Boyer, les gens dans votre bureau arrivent dans quel état? Généralement, c'est assez dévastateur. Dans mon livre, je vous raconte l'histoire de Jacques, entre autres. Jacques, c'est un homme qui était dans la fin quarantaine et qui était célibataire, et qui avait un poste de gestion. Et à un moment donné, il rencontre une dame qui lui semble extraordinaire. Elle est gentille avec lui, elle est attentionnée, elle l'écoute beaucoup. Ils ont l'impression de bien se comprendre. Ça ressemble à une belle relation amoureuse. Et peu à peu, ça se développe. Il la connaît de plus en plus et à un moment donné, il va aller souper avec elle et ils vont passer la nuit ensemble. Mais le lendemain matin, au réveil, il apprend qu'elle est mariée et qu'elle a 2 enfants d'âge majeur. Premier, oups. Oui. Et à partir de ce moment-là, elle va lui dire, oui, mais de toute façon, je voulais laisser mon conjoint, ça fait longtemps que je suis plus bien avec lui, donne-moi juste un petit peu de temps. Ça, c'est la première erreur. Parce que Jacques, s'il s'était respecté, il lui aurait dit, va régler tes affaires, et quand tu les auras réglées, reviens me voir et on verra. Mais il est embarqué dans son jeu. Mais il est envoûté. C'est un peu comme au début quand vous parlez. C'est dur de faire la différence entre un coup de foudre puis être dans les griffes d'un emprisonneur. Mais en fait, la minute que l'autre personne vous demande de faire quelque chose qu'en temps normal, vous n'auriez pas fait, la minute que l'autre personne vous demande d'aller au-delà de la limite que vous vous étiez imposée, la minute que la personne vous demande de ne plus respecter qui vous êtes, déjà, là, on commence à rentrer dans la relation sous emprise. Dans la relation que Jacques avait développée, lui, il voulait une belle relation, pas une relation en cachette. Donc, déjà là, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Et là, elle est vraiment folle. Là, dans le livre, il lui fait croire qu'elle est enceinte, oui. Elle tombe dans le panneau. C'est vraiment, elle, c'est une manipulatrice en chef. Mais en fait, elle a voulu, évidemment, à un moment donné, Jacques lui a dit que là, il voulait, lui, d'une vraie relation et il voulait arrêter de se cacher. Et évidemment, elle ne voulait pas laisser son conjoint. C'était pas ça son objectif. Elle lui faisait des belles promesses, mais à un moment donné, probablement qu'elle a eu peur qu'il la laisse. Alors, elle est arrivée un matin en lui disant qu'elle était enceinte. Lui, c'était pas prévu dans son plan de match, et encore moins dans une relation comme ça compliquée. Fait que là, il lui a demandé ce qu'elle voulait faire. Mais évidemment, lui, c'était pas prévu d'avoir un enfant sur le tard comme ça. Donc, au début, il s'est questionné beaucoup, mais il voulait pas être le salaud de l'histoire qui laisse une femme enceinte. Mais avec ça, elle s'est mise à l'appeler 8, 12, 20 et même jusqu'à une journée, jusqu'à 64 fois dans la même journée pour vérifier ce qu'il faisait, avec qui il avait parlé et si la serveuse qu'il avait vue au restaurant, il la trouvait cute et s'il voulait passer la nuit avec. Et pourtant, c'est elle qui trompait son mari avec lui et c'est elle qui lui faisait des crises de jalousie. Et souvent, elle lui disait, t'es fatiguée ce soir, tu devrais pas aller t'entraîner, tu devrais rester à la maison. Donc, plus ça allait, plus elle l'isolait et elle l'empêchait d'aller voir ses amis. Puis on voit le côté, vous l'avez très bien décrit, contrôlante. Exactement. Vous décrire la personnalité contrôlante. Là. Exactement. Et plus ça allait, plus ça avançait. Ce qui fait que quand j'ai rencontré Jacques, ça faisait déjà plusieurs mois que ça durait. Et cette fameuse conjointe était supposément enceinte de 15
15 semaines, et pourtant, il pesait toujours 85 livres. Ça aurait dû être son 3e enfant, et on s'entend que d'une grossesse à l'autre, le ventre s'arrondit de façon magistrale. Elle n'avait pas pris une livre. Et elle lui avait fait croire que, dans le fond, ce qui serait le mieux, ce serait un avortement, mais elle ne voulait pas aller se faire avorter. Fait qu'elle avait dit, si on fait l'amour plus souvent, je vais faire une fausse couche. Aïe, aïe, aïe. Alors, évidemment, il l'a cru, il connaît rien là-dedans, et il veut la croire. Il veut être en amour. Il veut pas admettre qu'elle lui ment. Il veut pas admettre qu'il a été naïf et qu'il s'est fait avoir. Et là, vous lui avez fait réaliser. Mais en fait, avant même que je le voie, elle lui a dit que finalement, elle avait eu une fausse couche. Finalement, c'était pas vrai, c'était pour le tester. Elle revient en disant, elle était encore enceinte, mais en fait, c'est des jumeaux. Mais en fait, elle en a perdu un. Mais en fait. Évidemment, il peut jamais aller voir le médecin avec elle parce que le médecin a déplacé le rendez-vous. Il est tombé malade, il a été annulé. Donc, ça va d'histoire en histoire. Et quand j'ai rencontré Jacques, il avait les yeux complètement perdus. Il avait l'air stone, il avait l'air d'un zombie. Il n'arrivait plus à faire de phrases complètes. Il n'arrivait plus à avoir un sommeil régulier. Il n'arrivait plus à bien manger. Il ne voyait plus personne. Il n'arrivait plus à prendre soin de lui. Il se rasait plus. Il se peignait plus les cheveux. Il avait de la misère à se laver. Alors là, on va prendre une petite pause, Mme Boyer. On va dire aux auditeurs qui veulent savoir la suite de rester là. Et n'oubliez pas de rester à l'antenne de Radio Musette. Ici Annie Bourque. À tantôt. Ici Michel Jasmin. Nous avons tendance à rechercher notre bien-être au travers des biens de consommation. Dans les pays producteurs de ces biens, les normes environnementales sont parfois inadéquates ou encore inexistantes. La production de ces biens a toujours une incidence, tant sur notre environnement immédiat que dans les pays producteurs. Aidez-nous à protéger l'environnement en choisissant des produits locaux ou fabriqués dans le respect de l'environnement, parce que chaque petit geste est important. Un message de la Fondation québécoise en environnement. À Laval, toutes les maisons unifamiliales et tous les immeubles sont munis de bacs roulants de récupération. Vous pouvez donc y déposer les matières recyclables chaque semaine en mettant le bac en bordure de la rue. Si vous n'êtes pas desservi par le service de collecte offert par la Ville, n'hésitez pas à communiquer avec le 311 ou de l'extérieur de Laval 450-978-8000 ou consultez le portail Internet de la Ville au www.ville.laval.qc.ca. À Laval, le recyclage, c'est notre affaire. Bienvenue à Radio Musette en compagnie de Annie Bourque et mon invitée Annabelle Boyer, auteure de Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel, publié chez Béliveau Éditeur. Madame Boyer, il faut revenir sur le cas de Jacques. Là, il est comme vraiment dans un état lamentable. Vous avez bien décrit comment vous allez faire pour l'aider. Puis est-ce que c'est long? Ça doit être très long comme thérapie, j'imagine, non? Bien, en fait, quand j'ai rencontré Jacques, j'ai essayé évidemment de l'approcher selon plusieurs angles que je décris d'ailleurs dans mon livre. J'ai essayé avec un angle rationnel de lui expliquer les faits. J'ai essayé de le prendre sous un angle des émotions, comment lui se sentait. Mais c'était très difficile. Il ne voulait rien entendre. Il espérait encore un changement de comportement de la part de cette nouvelle conquête-là. Il ne voulait pas sortir de cette relation-là. Tout ce qu'il voulait, c'est une amélioration de la situation. Alors, l'angle qui a fonctionné avec Jacques, ça a été de lui dire, peut-être qu'elle, elle va pas bien. Peut-être qu'elle, elle aurait besoin d'aide et que peut-être que parce qu'elle est malade, c'est pour ça qu'elle a ce comportement-là avec toi. Elle a donc besoin d'une aide professionnelle que tu ne peux pas lui apporter. Et donc, ça a ouvert une première brèche et ça lui a permis de voir que oui, peut-être qu'elle a un comportement malade et donc elle a besoin d'aide. Et je l'ai revu une semaine plus tard. Il ne l'avait toujours pas laissé à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il a été capable de dire « J'aime pas ça, je suis pas bien ». Et à partir de ce moment-là, tout de suite, mon conjoint a pris son cellulaire, on a changé son numéro de téléphone et là, je lui ai dit « Tu dois couper tous les ponts ». Elle appelle au bureau, tu réponds pas. Tu la bloques sur Facebook. Elle vient chez toi, tu ne lui ouvres pas la porte. Tu coupes tous les ponts.
Sauf que c'est difficile, par exemple, couper tous les ponts du jour au lendemain quand on a cette personne-là qui est dans la peau. Là. Moi, j'ai rencontré à Cuba, je le salue d'ailleurs, qui me racontait que la femme qu'il aime est à Paris. Lui, il a décidé pour la première fois de sa vie de partir. Puis à Paris, il se demandait, mais il dit, je l'ai dans la peau. Il en parlait les yeux dans la graisse de bine et de prendre conscience. Là, c'est de prendre, dans le fond, ce que vous racontez, Annabelle, c'est prendre conscience. Oui, là, il a pris conscience qu'il n'était pas bien. Et c'est ça qu'il fallait. Et à partir de ce moment-là, j'avais dit à Jacques, c'est 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Les 3 premiers jours, tu as l'impression que tu respires plus tellement ça fait mal. Les 3 premières semaines, c'est pénible comme ça, pas de bon sens. Ça veut dire que tu vas 3 jours à ne couper tout contact, là. Oui. Et les 3 premiers mois, et les 3 premières semaines, et les 3 premiers mois sont difficiles. Parce que là, il y a des rechutes. Il y a des rechutes, et c'est ce qui est arrivé avec Jacques. Et j'avais d'ailleurs averti mon conjoint, fais-toi-en pas, il va y avoir une rechute. Ça fait partie du processus. Parce qu'on a le goût de rappeler l'autre, on a le goût de... Justement parce qu'on l'a dans la peau et il nous manque. C'est une dépendance que l'on a avec l'emprisonneur. Alors, après un certain temps, elle, évidemment, elle n'est pas nounoune. Elle a trouvé un moyen de le revoir. Elle s'est arrangée pour attendre qu'il ressorte d'une activité un soir tard, alors qu'il était fatigué, donc plus vulnérable. Elle est arrivée en larmes en disant « Je vais changer, je vais faire attention, on est tellement extraordinaire quand on est ensemble. » Et il est retombé dans le panneau. Ben oui, parce que lui, il pense qu'elle va changer. Exactement. C'est ça l'erreur qu'on fait tous peut-être. Exactement. Puis il espérait lui-même l'amener à changer. Or, on ne peut pas changer les autres. On ne peut que se changer soi. Fait qu'évidemment, après quelques jours, ces appels harcelants ont recommencé. Ces crises de jalousie ont recommencé. Et elle a encore affirmé qu'elle était enceinte. Fait que l'enfant est revenu. L'enfant est totalement revenu, mais il est revenu très, très vite. Et là, nous, on a réussi à revoir Jacques à ce moment-là. Et je me suis assurée que devant moi, il appelait une psychologue pour prendre un premier rendez-vous, ce qu'il n'avait pas voulu faire lors de nos rencontres précédentes. Et donc, à partir de cette psychologue-là, elle savait très bien que si je lui envoyais un client, c'est parce qu'on avait affaire à un cas lourd. Et là, avec la thérapie, qu'est-ce que ça peut... Ça continue, j'imagine, la prise de conscience continue, mais qu'est-ce que la thérapie peut aider à se sortir d'une relation toxique comme ça? En fait, ce que j'avais dit à Jacques, c'était de parler à la psychologue de toutes ses relations avec les femmes en particulier, d'établir quelle était sa dynamique relationnelle avec les femmes, et tout particulièrement, évidemment, avec sa mère, mais avec toutes les conjointes qu'il avait eues, qu'est-ce qui n'avait pas bien été dans toutes ces relations-là. Et à partir de là, il s'est rendu compte que, dans le fond, il est un dépendant affectif, et il n'est pas capable d'être seul, même si ça faisait longtemps qu'il était seul. Mais à partir de là, on s'est mis à le travailler beaucoup, et un des exercices que je lui ai fait faire, ça a été d'identifier ses valeurs et ses contre-valeurs. Donc, qu'est-ce qui était important vraiment pour lui et qu'est-ce qu'il ne voulait surtout pas vivre? Et comme valeur, donnez un exemple, par exemple, est-ce que c'est plusieurs qu'on peut des valeurs comme, j'imagine, la fidélité? Et avec les emprisonneurs, ça peut être par exemple la relation à l'argent. Personnellement, je n'ai pas la sécurité financière comme étant une valeur. Je ne fais pas de très grosses économies longtemps d'avance. Par contre, comme contre-valeur, je ne veux pas connaître d'échecs financiers. Évidemment, si je suis dans une période où j'ai moins d'argent, là, j'ai une faille que l'emprisonneur va aller chercher. Dans le cas de Jacques, évidemment, il voulait absolument vivre une relation passionné. C'est de ça dont il rêvait, mais il avait eu un frère qui s'était suicidé. Et donc, pour lui, tout ce qui était chantage affectif, c'était très difficile. Il était incapable de se protéger contre ça. Et ça, ils sont vraiment, les manipulateurs utilisent des répliques. On va en nommer quelques-unes. Regarde ce que tu me fais. Je dors plus par ta faute. J'ai tout donné. Puis c'est comme ça que je te remercie. Ça, c'est des répliques qu'on lit dans votre livre. Là. Oui, et je rencontrais des gens cette semaine avec qui je donnais une formation justement sur les relations sous emprise. Et c'était de la part d'un patron qui l'avait vécu. Et quand il essayait d'amener des points au patron pour essayer d'améliorer la situation, le patron leur disait « Mais tu le sais que je suis malade, puis c'est maintenant que tu m'apportes ça. C'est vraiment méchant de ta part. » Et les employés retournaient en se disant « Mon Dieu, j'étais vraiment méchant, ça n'a pas de bon sens. » Et ils embarquaient dans le jeu de l'emprisonneur.
C'est que c'est vraiment un symptôme, là, ces gens-là, de nous redonner ça. Puis là, le taux de culpabilité augmente. L'emprisonneur se déresponsabilise. Ce n'est jamais de sa faute. C'est toujours de la faute des autres. C'est le patron, c'est le stress, c'est le travail, c'est la fatigue, c'est les enfants, c'est toujours de la faute des autres. Et non seulement il se déresponsabilise, mais il vous culpabilise pour avoir osé vous affirmer. C'est la même chose avec un époux. C'est toujours la faute de l'autre. Si on a des problèmes financiers, si on a des... je sais pas, il y a d'autres... J'imagine d'autres exemples là, dans le couple qui se mais le conjoint va avoir tendance à toujours rejeter la faute sur l'autre. Oui, parce que l'emprisonneur est incapable de faire de l'introspection. Il ne peut pas se mettre en doute. Des fois, il va donner l'impression qu'il a compris, mais il va revenir 2 jours plus tard avec sa véritable nature. Un emprisonneur ne change pas. On ne peut pas le changer. Donc, on revient à définir ses valeurs. C'est important d'aussi s'imposer des limites pour se protéger, puis de s'affirmer, puis de se respecter. Ça, c'est les 5 grands thèmes qu'il faut vraiment, si on veut se sortir de cette relation-là sous emprise. Oui, puis l'emprisonneur a le don, il y a un certain nom pour hypnotiser, pour vous embarquer. Il y a des techniques de vente où on va vous dire, le vendeur doit s'assurer de vous faire dire 3 oui. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Oui. Est-ce que je peux prendre quelques minutes de votre temps? Oui. Est-ce que vous êtes la personne responsable des communications? Oui. Vous avez dit 3 oui. Le cerveau est rendu programmé à dire d'autres oui. L'emprisonneur, lui, il va l'utiliser non seulement avec les oui, mais avec les silences. Il va vous raconter quelque chose qu'il vous a déjà raconté et vous n'osez pas lui dire qu'il vous l'a déjà raconté. Vous avez un premier silence. Il vous raconte une autre affaire qu'il vous a déjà dit puis vous n'osez pas le confronter. 2e silence. Il vous raconte une 3e chose et vous n'osez pas lui dire que vous n'êtes pas d'accord. 3e silence. Et à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus capable de vous affirmer avec lui. C'est exactement ça. Et là, comment on fait quand vous dites là, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans? Il faut vraiment... puis comment on peut ne pas rechuter? Bien, en fait, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Comme je vous disais tantôt, il faut identifier nos valeurs, il faut identifier nos besoins qui ne sont pas comblés et commencer à les combler par soi-même. Puis évidemment, il faut prendre le temps de s'écouter et il faut avoir des garde-fous. Ah oui, ça c'est un élément important. C'est quoi les garde-fous? Les garde-fous, ça va être des gens que vous allez identifier et qui vont savoir qu'ils sont vos garde-fous et qui vont vous aider dans les périodes de vulnérabilité. Par exemple, si vous avez essayé d'arrêter de fumer, il y a des périodes dans ce temps-là, dans les premières semaines, où vous avez des rushs et vous avez envie d'une cigarette. Et c'est là qu'il faut aller prendre un verre d'eau, c'est là qu'il faut aller prendre une marche, c'est là qu'il faut faire quelque chose. Avec une relation sous emprise, on va avoir aussi des périodes de rush, des périodes d'ennui, des périodes de solitude, des périodes où on se sent pas bien et l'autre va nous manquer. Et là, on va se mettre à se dire, mais peut-être qu'en fait, c'était la personne de ma vie puis qu'on s'est juste mal compris. Mais peut-être qu'en fait, c'était le projet qui allait me lancer en affaires. Et dans ces périodes-là, il faut parler à nos garde-fous qui vont nous ramener sur terre, qui vont nous consolider, qui vont nous rappeler nos réussites. Par exemple, à l'automne, je rencontrais un homme qui me disait « Oh, moi, Annabelle, j'ai un bureau et je vais vendre des conférences et j'aimerais ça vendre tes conférences. » Et en très peu de temps, tout d'un coup, il me dit « Bon, ben, tu viens devant moi, tu vas te pratiquer devant moi. » Donc, il me met dans une zone inconfortable. Je suis toute seule avec lui et là, tout d'un coup, toute seule, dans son salon, je dois faire un début de conférence. C'est très, très stressant pour un conférencier. J'imagine tout seul au lieu d'avoir une foule. Et là, il me coupe en plein milieu de la conférence pour me dire « Oh oui, c'est pas pire, c'est une bonne conférence, tu as des belles qualités. Il y a des choses par contre qu'on pourrait consolider. Ça, je pourrais t'aider là-dedans. » Et dans 3 semaines, justement, je rencontre 200 clients à qui je pourrais faire la promotion de tes conférences. Donc, il a identifié mon besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de mes conférences, mon besoin de faire plus d'argent, mon besoin de me trouver un mentor. Il a identifié très rapidement 3 besoins. Et évidemment, tout ça pour la modique somme de $600 pour une vidéo corpo et $3 000 pour du coaching. Alors là, ce que vous avez fait, vous avez demandé à votre conjoint, vous avez besoin de dire, qui assiste à vos conférences, votre conjoint vous sera rassuré que tu n'as pas besoin de ça, peut-être depuis d'autres garde-fous comme vos amis proches qui vous ont déjà vu, mais ils vous ont dit, vous n'avez pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de ça. Je suis allée chercher un garde-fou à la maison d'édition, je suis allée chercher 2 garde-fous qui sont 2 autres conférenciers qui m'avaient vu en conférence, je suis allée chercher une amie qui est psychoéducatrice et mon conjoint. Et donc, c'est toutes ces personnes-là m'ont dit, Annabelle, tu n'as pas besoin de ça. Tu es capable
toute seule et on va trouver des moyens pour combler les besoins que tu cibles et qu'il a ciblé aussi, mais tu n'as pas besoin de lui. Alors, j'avais dit à la personne, l'entente ne m'intéresse pas, mais si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à mon agent. Parce qu'évidemment, là, mon conjoint est devenu mon agent pour ces situations-là qui sont beaucoup plus difficiles à ce moment-là de se protéger. Vous êtes respecté, c'est des choses à faire, mais il y a aussi un exercice. Annabelle Boyer, auteure de Relations sous emprise, publié chez Béliveau, éditeur, et d'écrire 50 phrases. Pourquoi cet exercice-là est important? Comment on se sent? Oui, parce que quand on est dans ces périodes de rush-là, justement, dans ces périodes de vulnérabilité-là, ce qui est excessivement difficile, c'est de gérer nos pensées. C'est d'arrêter le petit hamster dans notre tête. Parce que même si l'emprisonneur n'est plus avec nous physiquement, il est dans notre tête. Et donc, il faut le faire sortir. Et un des exercices, c'est quand on va vraiment pas bien, c'est d'écrire 50 phrases qui décrivent comment on se sent. Ça se peut que ça bloque à 19, ça va bloquer à 39. Ça se peut qu'il y ait une phrase que vous écriviez, puis en disant, ben, je ne sais plus quoi écrire, je suis tannée de faire cet exercice-là, mais je vais continuer pareil. Mais il faut se rendre jusqu'à 50. Et quand on s'est rendu jusqu'à 50, le cerveau est libéré, on attend 1 heure, et au bout d'1 heure, on écrit 10 autres phrases pour décrire maintenant comment on se sent. Parce que moi, j'ai arrêté au bout de 10, là, 10 à 11. Parce que j'ai l'impression que les gens ne veulent pas voir le mauvais côté négatif. C'est ça aussi, parce que quand tu as tout écrit, ça va bien, puis là, tu ne veux plus aller dans... Tu ne veux pas décrire ton état. Exactement, parce que les premières phrases, ce sont les phrases socialement acceptables. Oui. Ce sont les phrases de surface. Mais il faut aller en profondeur. Il faut vraiment terminer l'exercice. Exactement. Et être capable d'écrire « Je me sens seule et je déteste ça ». Et donc, on va aller au fond des choses. Parfait. Après la pause, on revient, on parle de votre métier de synergologue en entreprise. Alors, restez à l'écoute, chers auditeurs de Radio Mieux-être. À tantôt. Voici les informations. Le premier ministre Stephen Harper dit ne rien savoir de l'affaire Duffy. Il ne s'attend pas à être appelé comme témoin au procès du sénateur suspendu qui s'est ouvert ce matin à Ottawa. McDuffie a plaidé non coupable aux 31 chefs d'accusation de fraude, d'abus de confiance et de corruption portés contre lui. L'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, l'entrepreneur Tony Accurso et la majorité de leurs 34 co-accusés se sont présentés au palais de justice de Laval pour l'ouverture de leur enquête préliminaire, près de 2 ans après leur arrestation. Plusieurs, dont Tony Accurso, ont demandé et obtenu de ne pas être présents durant les procédures qui doivent durer 2 mois. Gérard Deltel quitte la CAQ pour tenter de devenir candidat conservateur aux prochaines élections fédérales dans une circonscription de la région de Québec. Et une perquisition est en cours dans une résidence privée de la Malbaie dans Charlevoix pour ce que l'on croit être des substances radioactives destinées à de l'exportation illégale. Ici Hélène Moncade de la presse canadienne. Les prévisions de la météo pour ce soir et cette nuit, un ciel dégagé, minimum moins 3 degrés. Pour demain mercredi, généralement ensoleillé, avec un ennuagement en après-midi et un maximum prévu de 5 degrés. Pour jeudi, pluie intermittente, maximum 7 degrés. Toute l'équipe du 1570 Radio Mieux-être vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas d'aller visiter le site radiomieuxêtre.com et aussi d'y laisser vos commentaires. Passez d'agréables moments à notre antenne. Vous écoutez Radio Mieux-être, CJLV AM 1570. Vous êtes à l'écoute de Radio Mieux-être en compagnie de mon invitée Annabelle Boyer, auteure de Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel, publié aux éditions Béliveau, dont le lancement a eu lieu à Annabelle Boyer cette semaine. Oui, tout à fait, il y a quelques jours à peine. Annabelle, on poursuit parce que dans votre métier, vous êtes synergologue. Oui. Vous allez dans les entreprises, vous êtes aussi conseillère en ressources humaines. Vous occupez ça s'appelle un grand mot, l'organisation. Le développement organisationnel. C'est ça, le développement organisationnel dans les entreprises. Mais qu'est-ce que vous faites au juste quand on vous demande d'aller sur place dans une entreprise? Bien, souvent, ce qu'on va me demander, c'est de faire des entrevues d'embauche de 2e ou 3e niveau. Et là, on voudrait être vraiment sûr d'avoir le bon candidat. Alors, évidemment, là, à ce moment-là, je vais accompagner
accompagner l'employeur pour rencontrer les candidats potentiels. Ça veut dire que la personne, le candidat, a fait déjà 1, 2 puis 3 entrevues. Oui. Et là, le patron n'est pas sûr. Le patron va être vraiment sûr qu'il a bien ciblé, qu'il ne s'est pas fait justement hypnotiser, parce que souvent les emprisonneurs, évidemment, réussissent à très bien performer en entrevue d'embauche. Et donc, souvent, les employeurs vont demander pour être vraiment certains d'avoir la bonne personne et non pas d'avoir affaire à un grand manipulateur. Et Annabelle Boyer, comment vous faites pour détecter quels sont les signes? Bien, en fait, souvent, je vais poser des questions auxquelles les emprisonneurs ne s'attendent pas. Évidemment, quand on a affaire à quelqu'un qui est vraiment authentique, même si on lui pose une question auquel il ne s'attend pas, il va être un peu déstabilisé, mais il va nous donner la première réponse qui lui vient à l'esprit et ça va être cohérent. La réponse verbale et la réponse non verbale vont être cohérentes. Quand on a affaire à un manipulateur, il doit inventer une histoire, il doit inventer un mensonge. Et le temps qu'il l'invente, son cerveau ne travaille pas de la même façon que s'il allait chercher un souvenir. Et à ce moment-là, le corps va se mettre en mode vigilance et ce sont ces signes-là de vigilance que je vais rechercher. Comme quoi, par exemple? Mais on va avoir, par exemple, moins de clignements de paupières. La personne va vous regarder davantage avec le côté droit du visage. On va avoir moins de gestes. On va avoir des gestes qui vont être beaucoup moins amples. On va avoir des démangeaisons particulières. Donc, c'est tout un ensemble que je vais regarder. Et je me fie évidemment au reste du non-verbal de l'ensemble de l'entrevue. Et ce que je cherche, ce sont des modifications dans le non-verbal de l'individu. Et vous faites ça depuis combien d'années? Ça fait déjà plusieurs années, mais j'ai fondé mon entreprise en 2012. En 2012, est-ce qu'il y a des employeurs qui vous ont rappelé en disant Annabelle, c'est un candidat extraordinaire? Ou est-ce qu'il y a des fois que vous avez raté votre coup? En fait, j'ai jamais raté mon coup. Et souvent, quand je fais une entrevue, je leur dis, les qualités de l'individu, ça va être ça. Tu vas probablement avoir des difficultés à tel niveau. Et ils me rappellent 6 mois après en me disant, Annabelle, t'avais raison, je t'ai pas cru sur le coup, mais on est en plein dedans. Et là, on regarde comment on peut encadrer un employé qui présente les caractéristiques que je leur avais dit. L'autre chose qui va faire que les employeurs vont me demander, c'est pour de la gestion de conflits. Et là, on va avoir une formation, une journée complète avec l'ensemble des employés. Et là, moi, mon rôle, c'est de bien comprendre la dynamique. Quels clans se sont formés dans cette entreprise-là? Qui est ami avec qui déteste qui est mal à l'aise avec qui est capable de s'affirmer correctement, qui est en train de lancer une pointe à quelqu'un d'autre. Et donc, on regarde l'ensemble de la dynamique pour amener tout le monde à un niveau de communication plus authentique, plus harmonieux et plus constructif. Et là, vous êtes capable, durant les réunions, si vous les avez devant vous, de voir 2 personnes qui sont complices, 2 personnes qui saillissent. Vous êtes capable de tout détecter ça juste par le regard, juste par l'observation. Il faut savoir aussi que j'ai un baccalauréat en génagogie. La génagogie, c'est de la consolidation d'équipe. Donc, j'étais déjà formée pour identifier le leader dans le groupe. L'éminence grise qui chuchote dans l'oreille du leader ce qu'il devrait faire. Celui qui est isolé, celui qui est solitaire, celui qui est l'ami de tout le monde parce qu'en fait, il n'est pas vraiment capable de s'affirmer puis il va dire oui à tout le monde. Donc, j'avais déjà cette formation universitaire-là. Mais c'est sûr qu'avec la synergologie, c'est beaucoup plus clair. Puis une fois que vous allez en entreprise, les problèmes se règlent facilement quand on parle de conflit. Votre rapport est important? Généralement, ce que je vais faire, souvent les clients vont me dire, on a passé plusieurs consultants, on a investi 50 000 $ en 2 ans en formation, ça n'a rien donné. Je donne une journée de formation, j'offre du coaching individuel et j'offre du coaching à l'employeur pour l'aider lui-même à intervenir de façon adéquate auprès de son équipe et je m'assure que chacun des employés arrive à s'affirmer. Donc, si un autre employé qui arrive en venant se plaindre du comportement du patron ou d'un collègue, l'employé doit être capable de dire « Je ne suis pas la bonne personne à qui tu peux en parler, je ne peux rien faire pour changer la situation, je ne suis pas mêlé à cette situation, je t'invite donc à en parler aux personnes concernées. » Et donc, j'apprends aux gens à se consolider dans leur rôle respectif. Parce qu'on revient à votre livre « Relations sous emprise » dans les entreprises, les compagnies québécoises, oui. Il y a quand même 39% des gens qui sont syndiqués, oui. Ils n'ont pas le choix de s'entendre. Oui. Et il y a aussi là des gens emprisonneurs, il y a aussi des modèles, même ça peut être des délégués syndicales. Oui. En fait, des emprisonneurs, on en trouve partout. Oui, je me souviens entre autres d'un endroit où l'emprisonneur, c'était le responsable syndical et à ce moment-là, tous les employés étaient un peu coincés. Je me souviens d'un autre endroit où l'emprisonneur, c'était le directeur des ressources humaines. Et tous les gens de son département, ce n'étaient que des employés féminines. Il n'y avait aucun homme dans la place.
place parce qu'évidemment, ils les avaient tous congédiés. Et tous les employés avaient la photo du patron sur leur bureau. Et à Noël, au party de Noël, les employés allaient prendre ce directeur-là par la main, ils l'amenaient sur la piste de danse, ils lui retiraient son veston et elle dansait en se collant sur le directeur. Ça, c'était une obligation dans chaque party de Noël, dans un endroit totalement isolé, là, dans le bois, là, ce que j'ai lu chez celui-là, c'était dans un organisme public. Il y a eu un autre endroit qui était dans une entreprise privée où les employés devaient se rendre au bureau, laisser le cellulaire au bureau. Ils ne savaient pas où avait lieu le party. C'était un endroit inconnu. Ils devaient embarquer dans un autobus, obligatoirement, se rendre quelque part inconnu, dans un hôtel dans le bois, pas de téléphone, et elle devait donc rester, parce qu'évidemment c'était encore juste des femmes, elle devait rester au party jusqu'à minuit ou jusqu'à 3 heures, qui étaient les 2 moments où l'autobus partait, mais c'était obligatoire d'aller à ce party-là et obligatoire de danser un slow avec le patron. C'est incroyable. Ça se passe vraiment dans les années 2000. Là, oui. Annabelle Boyer, on ne peut pas croire que ça se passe encore comme ça au Québec. Et là, les filles, ce que je lisais dans votre livre, ne s'en parlaient même pas. Non. Et à ce moment-là, moi, j'avais dit, pourquoi vous y allez? Mais personne n'avait jamais osé ne pas y aller parce qu'elles étaient convaincues qu'elles allaient perdre leur emploi. Ah ouais, Évidemment, mon rôle, ça a été de consolider les filles. Je l'ai fait de l'externe. Évidemment, il s'est arrangé pour en mettre dehors. Mais les filles se sont trouvées autre chose ailleurs qui était beaucoup plus agréable et beaucoup plus sain aussi. Mais imaginez le nombre de femmes qui ne se respectaient pas là-dedans. On parlait d'imposer, de se donner des limites. Je veux revenir à votre travail. Quand vous passez des entrevues, là, les gens... ça fait 6 mois, 1 an qu'on n'a pas travaillé, les auditeurs qui sont à l'écoute, ça va pas bien dans l'économie, on le sait, parce que ça fait 3 mois peut-être. Et là, vous passez une entrevue, vous avez peut-être passé une entrevue d'ici une semaine. J'aimerais qu'est-ce que vous dites à la personne qui a perdu confiance en elle, Mme Boyer? Il faut absolument travailler sur soi. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi ou qui ont eu des situations précaires épouvantables. Et dans ce temps-là, on devient vulnérable. Et évidemment, on va attirer des emprisonneurs, on va attirer des situations où les gens vont essayer de profiter de cette vulnérabilité-là. Alors, la première chose, entourez-vous de gens qui sont sains pour vous. Entourez-vous de gens qui vont vous aider. Si vous êtes entouré de gens qui sont eux-mêmes en problème, mais toutes vos discussions vont être sur les problèmes et non pas sur des solutions. Et vous allez voir uniquement ces problèmes-là autour de vous parce que votre cerveau va être concentré là-dessus. Il faut absolument se consolider. Comme on le disait tantôt, identifier le besoin non complet, identifier nos valeurs, se consolider, apprendre à se respecter, vérifier c'est quoi nos limites qu'on veut pas dépasser. Et il faut se développer le plus possible. La lecture est un moyen. Il y a des exercices qui peuvent aider, il y a des cours qui peuvent vous aider, mais il faut tranquillement vous consolider un pas à la fois. Un pas à la fois pour retrouver cette confiance-là perdue à cause de ce temps-là qu'on est en train de se dire, vu qu'on ça devient comme une spirale. Et un bon exercice pour ça, d'ailleurs, c'est de faire une liste des 100 réussites dont vous êtes le plus fier. Vous avez réussi, par exemple, à obtenir votre permis de conduire alors que tous vos amis de l'époque avaient échoué la première fois. Vous avez eu des enfants. Vous avez obtenu un emploi que vous avez aimé. Vous avez réussi un cours. Vous avez terminé un livre que vous avez trouvé particulièrement difficile. Vous avez réussi à apprendre l'espagnol. Donc, les 100 réussites dont vous êtes le plus fier, et quand vous doutez de vous, retournez dans cette liste-là. Puis aussi, un moment d'émotion intense, il y avait 3 phrases que j'ai retenues. Où je suis, là, aidez-moi parce que je ne les ai pas devant moi, là, j'ai noté ça dans mon petit cahier rouge. Où je suis, qui suis-je, où est-ce que je suis et qu'est-ce que je ressens. C'est ça. Ces 3 phrases-là, qui suis-je, donc ça te définit. C'est quand on sent une émotion grimper, qui suis-je, où je suis en ce moment. Et qu'est-ce que je ressens? Parce que souvent, on a tendance à absorber les émotions des autres. Et à ce moment-là, quand on répond à où est-ce que je suis, la réponse, c'est dans la tête de l'autre. Et on ne peut pas changer l'autre, on ne peut pas intervenir dans la tête de l'autre. Il faut se ramener à soi, à ce que nous, on peut faire nous-mêmes pour nous-mêmes. Plus vous prenez soin de vous, plus les gens autour de vous vont bien aller. Donc, c'est un bon conseil à faire en
entreprises, on va juste finir la boucle. Actuellement, il y a des défis nombreux avec les coupures d'emploi. J'imagine que votre téléphone ne déroule pas. Hein? Les gens sont épuisés. On parle d'épuisement, mais ça, vous le voyez dans les entrevues. Oui, tout à fait. On le voit bien. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui me contactent par les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, Facebook, Google. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et je prends le temps de répondre à chacune des personnes pour essayer de les aligner, de les aider, de les guider vers une ressource qui va pouvoir les aider. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en effet, qui ne vont pas bien. Et moi, j'ai eu des périodes où je n'allais pas bien. Il y a des gens qui ont pris le temps pour moi. Alors, j'essaie de faire la même chose. Parfait, ça complète bien. Annabelle Boyer, auteure de Relations sous emprise. On revient après la pause. On va tenter de trouver des solutions concrètes pour la meilleure façon de se départir d'une relation toxique. À tantôt. Bonjour, ici Stéphane Cordier sur Radio Moselle. Je vous invite à votre émission « Et si on en parle ?» Nous aborderons le vécu humain dans toutes ses facettes tous les mercredis dès 15h. Et si on en parlait? Au cœur de l'action à Laval, le bistrot Le Saint-André vous invite à découvrir ses spéciaux du midi. Plats mijotés, salades, poissons, tout pour vous mettre l'eau à la bouche dans une ambiance chaleureuse particulièrement amicale. La cuisine est ouverte de 10h à 16h du lundi au vendredi. Situé à 2 pas au nord du boulevard des Laurentides et de la Concorde, le bistrot Le Saint-André, 664 rue Saint-André à Laval. On y va parce qu'on y mange bien et on y revient parce qu'on s'y sent bien. Ici Annie Bourque, vous êtes en compagnie de Annabelle Boyer, mon invitée, qui est aussi l'auteur de Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel, publié aux éditions Béliveau. Madame Boyer, on revient sur l'essentiel. Les gens se sont sûrement reconnus. On a décrit un peu ces êtres-là. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils savent qu'ils sont des empoisonneurs là, de vie? Là, est-ce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes? Et jamais ils vont admettre à quelqu'un d'autre qu'ils sont des emprisonneurs, évidemment. Les emprisonneurs n'agissent que pour eux-mêmes. Ils ne le font pas contre vous, ils le font pour eux. Et elle est là toute la différence. Parce qu'évidemment, tout le monde va manipuler à un moment ou à un autre de sa vie. Tout le monde va essayer de tirer la couverture de son côté. Tout le monde va essayer d'orienter le restaurant qu'on va choisir ce soir. Tout le monde manipule un peu pour avoir une augmentation de salaire, par exemple. Mais manipuler de temps en temps et manipuler tout le temps, dans le but d'avoir quelque chose au détriment de l'autre, ça, c'est complètement autre chose. Parce que l'être, ce que j'ai lu dans votre livre, veut tirer avantage, il veut prendre le contrôle, dans le fond, de votre vie, de votre argent, de votre esprit, c'est ça. Et ça peut être dans une vie de couple, ça peut être dans un directeur de compagnie, ça peut être partout. Comme je l'ai dit, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, un ami, ça peut être un voisin. Il y en a partout. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'évidemment, la minute qu'on en reconnaît un, on en reconnaît plusieurs. Mais spontanément, ça vient d'où? Pourquoi on est dans une société, on vous écrivez des livres, puis c'est un best-seller, Costco vient de vous en prendre plusieurs copies. D'où ça vient dans le phénomène? Est-ce que c'est propre à nous, au Québec? Non, en fait, il y en a partout, et les études en psychologie sont allées creuser davantage, parce qu'au départ, on pensait que l'emprisonneur, ça avait été quelqu'un qui lui-même avait été écrasé durant son enfance. Mais les études nous démontrent qu'au contraire, ce sont des gens qui étaient enfants, des enfants rois, des enfants qui n'avaient pas de limites, des enfants qui pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et l'emprisonneur, souvent, vient d'une famille où les messages parentaux sont incohérents et inconstants. Et donc, lui, il apprend à tester l'autorité et il considère que tout lui appartient. Vous avez de l'argent, il a un projet, votre argent lui appartient. Vous avez une belle maison et un bel endroit pour vivre, il veut l'avoir pour lui. Vous avez un poste et vous êtes reconnu au travail, il veut la reconnaissance auquel vous avez droit. Donc, il considère que ça lui appartient. Et là, comment se prémunir? Il y a sûrement une façon où les gens qui sont en train de vous écouter, Annabelle Boyer, les gens vous écoutent et disent, là, il faut que je déguerpisse, mais c'est pas facile. C'est peut-être l'homme de leur vie. Ils découvrent peut-être en écoutant cette émission-là ou en lisant votre livre, on les découvre, on les voit tout de suite dans notre entourage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Une des premières
première chose que vous pouvez faire, en fait, c'est de clarifier qu'est-ce que vous voulez. Vous êtes dans une période de vulnérabilité, vous êtes dans une relation sous emprise. Qu'est-ce que vous voulez? Puis mettez-le par écrit, parce que des fois, dans notre tête, on dit « Oh, mais moi, je voudrais une belle histoire. » Oui, mais une belle histoire, ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? Quels sont les comportements que vous acceptez? Quelles sont les attitudes que vous acceptez? Qu'est-ce que vous recherchez? En l'écrivant au présent, comme si c'était déjà là, avec des phrases affirmatives. Donc, pas des phrases avec des ne pas, parce que le cerveau n'enregistre pas la négation. Donc, si on écrit « Je ne veux pas un homme méchant », ben, le cerveau a enregistré « homme » et « méchant ». Et donc, on doit faire des phrases affirmatives. Je veux un homme attentionné qui me laisse aussi ma liberté, mais qui s'engage dans la relation avec moi. Donc, on a besoin de phrases affirmatives. On a besoin aussi d'avoir, comme je le disais tantôt, des garde-fous. On a besoin de couper les ponts avec l'emprisonneur et il faut identifier toutes nos périodes de vulnérabilité. Personnellement, quand j'ai une grosse journée, que j'ai donné plusieurs conférences et que je suis épuisée, c'est sûr que ces soirs-là, je ne vais pas rencontrer des clients et je n'irai pas dans des endroits où il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Je suis fatiguée, épuisée et donc vulnérable. Madame Boyer, c'est tellement un combat. C'est un combat contre soi-même, contre nos émotions. Et puis là, il s'installe le doute, la honte, la colère. C'est ça, la solitude aussi, parce qu'il y en a qui choisissent d'être seuls. Tout ça s'installe, là. Tout ça s'installe et donc ça implique qu'il faut reprendre contact avec nos amis, reprendre contact avec des activités qui vont nous faire du bien, qui vont nous permettre de nous défouler, mais aussi de nous ressourcer. Donc, c'est le temps de reprendre une activité physique. C'est le temps de reprendre, par exemple, les conférences à la bibliothèque. C'est le temps d'aller voir des gens. C'est le temps de sortir et de renouer avec la vie. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous consolider. Et là, on peut, comme vous dites, les 3 jours, on commence 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. 3 ans, ça doit être fabuleux. J'imagine qu'il y en a qui reviennent dans votre bureau, qui cognent à votre porte. Annabelle Boyer, ça fait 3 ans, j'en suis sortie. Il y a des réussites comme celle-là? Oui, à mon lancement, j'avais des gens qui étaient là, qui sont d'ailleurs des exemples que j'ai mis dans mon livre et qui revenaient me voir et qui me disaient « Annabelle, tu as raison, ça fait 3 ans, il est sorti de ma tête. Je n'y pense plus tous les jours, c'est extraordinaire, c'est une libération. » Et je leur avais dit « Ça va prendre 3 ans, sois indulgente envers toi-même. Accepte d'avoir certaines pensées, mais ne t'accroche pas à elles. » Et je m'étais assurée que ces gens-là développaient une bonne hygiène de vie. Parce que si, par exemple, on a des problèmes de sommeil, après 3 semaines de mauvais sommeil, la chimie du cerveau se change, notre jugement est biaisé, notre raisonnement est altéré et on devient plus émotif et donc plus vulnérable. Et donc, j'ai appris aux gens l'importance de bien manger, de bien dormir, de faire de l'activité physique, tout particulièrement quand on est fatigué. Donc, de prendre soin de soi pour être à ce moment-là plus solide, plus groundé. Oui, parce que quand on n'a pas beaucoup de sommeil, les émotions nous atteignent plus facilement. Exactement. On peut plus tomber dans le panneau, puis il y a toujours cette petite voix-là qui nous dit ouais, mais peut-être que je serais peut-être mieux en couple. C'était pas si pire que ça. Tu sais, il y a toujours une petite voix, Annabelle Boyer, qui nous dit c'était pas si pire que ça. Finalement, oh, peut-être que je serais mieux de revenir avec lui parce que c'est bien mieux que de pas être toute seule. Qu'est-ce qu'on fait quand cette petite voix-là nous taraude, là? Relisez vos 50 phrases. Relisez justement les écrits que vous avez mis sur papier dans les périodes où ça allait pas bien pour vous rappeler. Parce que c'est vrai qu'après coup, quand on sort de la relation, le mécanisme de défense du cerveau, c'est de dire c'était pas si pire que ça. Peut-être que j'ai imaginé une partie. Peut-être que dans le fond, on aurait pu reprendre. Et c'est là où on a un risque de rechute. Mais c'est la même chose que l'alcoolique qui se dit « Ah, juste un verre, juste une gorgée, ça va être bon, puis je vais être capable de me contrôler. » Non, vous ne serez pas capable de vous contrôler. Donc, on s'éloigne le plus possible et on maintient cette distance-là. Puis c'est sûr qu'après coup, ça a l'air gros, puis on se trouve naïf, puis on se tape sa tête. Mais c'est le principe de la grenouille dans l'eau chaude. Hein? Quand on prend un chaudron, qu'on met de l'eau dedans, on met une grenouille, on part le rond, à ce moment-là, l'eau se réchauffe et la grenouille ne s'en rend pas compte et elle va s'ébouillanter, elle va mourir ébouillantée parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que l'eau se réchauffait. Vous prenez un autre chaudron, vous mettez de l'eau, vous partez le rond, vous attendez que l'eau bouille, puis quand l'eau bouille, vous jetez la grenouille dedans, elle va sortir tout de suite. Parce que là, elle sent le contraste. C'est le principe du syndrome de la femme battue. Le premier soir, le gars, il donne pas de taloche en arrière de la tête. Il s'arrange pour être bien gentil, puis il arrive avec des fleurs. Ça prend du temps avant de s'instaurer. Et au début,
être juste une petite tape ses doigts, ça va être juste un petit commentaire, puis la fois d'après, on va aller plus loin, puis plus loin, puis plus loin, et tranquillement, on va repousser vos limites. Si c'était fait du premier coup, ce serait beaucoup plus facile. Mais ça implique qu'il faut être très, très solide sur qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je mérite, et moi, je veux quoi comme relation? Moi, je veux quoi comme collègue? Moi, je veux quoi comme patron? Je ne suis pas bien là, je cherche ailleurs et je me mets en action. C'est ça, ça revient à se mettre en mode action, comme vous avez dit, déjà de bien manger, de bien s'alimenter. Et aussi, ça revient aussi sur l'estime de soi, de travailler sur comment on peut, comme notre réalisateur disait, Jean-Paul, durant la pause, quand ça fait des années qu'on n'a aucune estime de soi. C'est pour ça que l'aide d'un psychologue va être déterminante. Et vous seriez surpris de la quantité de clients qui n'osent pas aller consulter un psychologue, qui sont mal à l'aise à cette idée-là, alors que c'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent s'offrir. Parce que le psychologue va les aider à trouver justement qu'est-ce qui a généré cette mauvaise estime de vous-même ou cette mauvaise confiance, et il va vous donner des outils. Et un psychologue, là, c'est le même principe qu'un médecin, c'est le même principe qu'un mécanicien. Si ça ne fit pas avec le premier, trouvez-en un autre. Vous n'êtes pas obligé de rester avec lui. Vous pouvez magasiner, vous pouvez en trouver un. L'idée, c'est de trouver la personne qui vous convient à ce moment-ci de votre vie. Et elle va vous aider. Annabelle Boyer, vous avez lancé ce livre-là le 1er avril dernier. Vous avez eu déjà des bons commentaires. Les gens viennent à votre bureau. Vous-même, la relation que vous avez avec des relations sous emprise, on peut en parler, vous en avez décrit dans votre livre. Personnellement, c'est un peu pour ça que vous écrivez ce livre-là. Vous avez vécu ça. Oui, tout à fait. Je l'ai vécu en amour et j'ai eu la chance d'avoir une amie, justement, qui me connaît depuis 25 ans, qui est psychoéducatrice. Et c'est elle qui me l'avait nommée. Parce que j'étais, comme Jacques, hypnotisée, incapable de voir que ça n'avait pas de bon sens. Je m'étais rendue beaucoup moins loin parce que j'ai eu le réflexe d'aller chercher de l'aide. J'ai eu le réflexe de demander à des amis qu'est-ce qu'ils en pensaient, de leur montrer les courriels, de leur raconter. Et à travers ça, j'ai entamé la formation de synergologie. Et évidemment, quand je rencontrais la personne, inévitablement, tout ce que nous enseignait Philippe Turchet durant les cours de synergologie me revenait en pleine face parce que je voyais le non-verbal qui n'était pas cohérent avec le verbal. Et c'est devenu ma meilleure protection. Mais après ça, évidemment, il y a des gens qui essaient de nous mettre en couple, il y a des gens qui nous présentent des collègues. Je me souviens, à un moment donné, on m'a présenté un homme qui me disait, ben moi, je vends des matelas, puis c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Puis avant, je vendais des laveuses, puis avant, je vendais des électroménagers, puis j'ai pas de diplôme, mais c'est pas de ma faute, c'est les autres qui m'ont pas compris. Et j'avais pas de relation de couple parce que je fais de l'apnée du sommeil. Et évidemment, je dois dormir avec une grosse machine. Alors, il n'y a pas une femme qui va vouloir de moi. Mais il y a un ami qui va me montrer à jouer au poker. J'ai jamais joué au poker dans ma vie, mais il y a quelqu'un qui va me l'apprendre, qui va me montrer les trucs pour être capable de battre tout le monde. Je vais devenir millionnaire. Ça va me prendre une couple de mois, là, fait que j'aurais besoin de quelqu'un pour me faire vivre. Fait que c'est ça, vous rencontrez ces gens-là, mais quand on l'a vécu une fois, là, une bonne relation solide, là, sous emprise, après, on les voit venir. Puis évidemment, mon réflexe, ça a été de me développer, d'aller faire des cours, d'aller en thérapie, de lire des livres, de faire des exercices. Et évidemment, depuis ce temps-là, je suis devenue synergologue. Et votre site Internet, Annabelle Boyer, parce qu'il reste très peu de temps, si les gens veulent vous contacter, annabelle-boyer.com ou abcsolutions.ca. On peut vous trouver facilement sur le net. Et ce livre-là, un conseil en terminant, pardonnez aussi, on n'est pas loin du jour du pardon. Oui. C'est une libération. C'est une libération. Se pardonner à soi. Vous pardonnez d'être tombé dans une relation comme ça. Acceptez que ça arrive à tout le monde. Puis acceptez que ça vous est arrivé parce que ça vous a donné une opportunité d'apprendre. Et pardonner à l'autre personne, l'emprisonneur ne va pas bien. L'emprisonneur est malade. Et c'est pour ça qu'il agit comme ça. Ça ne donne rien de lui en vouloir. Lui en vouloir, c'est comme de dire, je vais prendre du poison et je vais espérer que ça va nuire à l'autre personne. Pardonner, c'est encore la meilleure chose, le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir. Merci beaucoup. Ça complète très bien cette émission. J'espère que ça peut aider quelqu'un qui est à l'écoute présentement. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers auditeurs, merci d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. Hop la vie avec Annie Bourque vous revient tous les mardis à 17h.
Châtelet. À cause des épisodes de smog de plus en plus fréquents, sans compter la hausse des embouteillages, l'utilisation de l'automobile doit être réduite en ville durant les heures de pointe. Il existe plusieurs alternatives efficaces et plus économiques pour circuler durant les heures d'affluence routière. La marche, le vélo, le patin à roues alignées, le covoiturage, de même que les transports en commun, sont tous des moyens pour y arriver puisque ces différentes approches polluent beaucoup moins. Parce que chaque petit geste est important. Un message de la Fondation québécoise en environnement.